Quelle est la température à la Funa? Nous sommes calmes, la température est normale. Nous sommes en train de gérer la situation quelque bien mal, mais nous maîtrisons la situation. Maintenant, nous sommes lancés, nous sommes à la commune de Bundu pour la mise à jour d'abord du plan. Si nous terminons la commune de Bundu, nous pouvons attaquer la commune de Ngiringi. Et Bundu, ça c'est une commune un peu périphérique, n'est-ce pas? C'est pas les communes urbanisées, ça. Donc c'est difficile de pouvoir... Je peux vous informer juste en présent, à Bundu, il n'y a pas plus de 1500 maisons cadastrales. Oui. Plus de 1500 maisons cadastrales. Et l'accès n'est pas facile non plus. Hein? Avec la modernisation qu'on avait fait, l'accès est devenu un peu facile. Il y a des axes centrales qu'on a tracés, on voit très facilement, mais le travail est toujours un peu dur. Très bien. Ok. Alors, à part les communes, même celles-là, elles ne doivent plus avoir grand-chose avec... il y a beaucoup de communes qui sont ici, je peux dire, en fait, pas des nouvelles, mais enfin, qui n'ont pas existé du temps de la colonisation, donc qui ne bénéficient pas des infrastructures comme Kalamou ou comme Kassavogo. Ça c'est vrai. Nous avons la commune par exemple de Selimbao, la commune de Bundu et une grande partie de la commune de Ngiringiri. Et un grand effort, nous avons fourni un grand effort. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un plan complet sur la commune de Ngiringiri. Depuis notre avènement, nous avons fait ce que le conservateur venait de dire, la mise à jour du plan. Et aujourd'hui, toute la commune, et je peux affirmer avec certitude que j'ai autant de parcelles dans cette commune d'Ngiringiri. En attendant le morcellement qui continue. Oui, en attendant le morcellement. Ici, les gens, dès qu'ils le voient 20 mètres dans sa cour, ils disent je peux encore me faire un peu d'argent. Voilà. Ici, c'est ça la grande particularité. Il y a tellement trop de morcellement qui continue et le plan se modifie de jour en jour. C'est très bien. C'est ça, très bien. Ok. Dans l'ensemble, nous vivons tel que vous venez de dire, les grands problèmes de succession, et ainsi de suite, que tant soit peu, nous fournissons des efforts pour gérer ça. Très bien. Maman, c'est un bisiko, bibiselanga. Dossier moko ya Selimbao. Et comment on a? Il faut que ça ngai awana travailler kana volume folio. Ah. Bon. Dossier maire na travailler na RCP, MAF, na ADF, na RCO. Mais il faut dire que vous avez encore un peu d'espace. Hein? Bon, parce qu'ailleurs, c'est... on cogne les archives dès que vous essayez de vous mouvoir un peu. Mais ça va, c'est bon. C'est bon. Hein? J'espère que vous n'êtes pas tout le temps enrhumé à cause de ça. Je ne reste pas souvent ici. Je reste souvent à l'extérieur. Quand je suis fini de travailler, je suis souvent à l'extérieur. C'est bon. À l'époque, ce sont les cadres ou les agents qui ont été formés à Lukunga. À l'époque, on leur donnait un peu de lait, mais je ne sais pas si ça se suit maintenant parce qu'on était à la disposition de ces agents d'archives. Voilà. Il faut penser à donner un peu de lait.
Bienvenue dans ce nouveau numéro des reporters. Nous sommes dans la circonscription foncière de la Funa avec notre invité, son Excellence le professeur Robert Louis Kabila, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Donc la première question, nous sommes en pleine visite des circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa d'abord. Et ici, nous avons constaté quelque chose qui sort aussi de l'ordinaire parce que nous ne voudrions pas que vous puissiez répéter les mêmes choses. Ici, se posent des problèmes de succession. Parlez un peu à notre spectateur, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il y a des problèmes dans la succession? Bon, ben, il faut d'abord dire, peut-être définir un peu ce que c'est que la succession. La succession, c'est en réalité la transmission de droits de propriété, par exemple, ou de jouissance entre les pères, mais décédés, n'est-ce pas, entre les parents décédés et les enfants, n'est-ce pas? Lorsque votre père était propriétaire d'une maison et qu'il décède, il y a le certificat qui était établi à son nom doit être muté au nom des enfants, c'est-à-dire de la succession. Et nous avons au niveau de notre code de la famille des catégories d'héritiers. Les enfants sont les catégories, disons, sont des héritiers de la première catégorie, n'est-ce pas, avec l'épouse. Et puis il y a les membres de famille, par exemple, qui sont héritiers, mais de seconde catégorie, et encore à condition qu'il n'y ait pas d'héritiers de la première catégorie. Donc tant qu'il y a des enfants, au terme de notre code de la famille, ceux qui doivent bénéficier de biens laissés par leurs parents défunts, leur père défunt, ce sont les enfants. Alors, sauf si le papa, avant de mourir, a désigné, par exemple, pour différents biens qu'il a eus, de les céder individuellement aux enfants. Par exemple, la maison qui est à Kassavubu, sur telle avenue, ça, dans mon testament, c'est pour mon fils aîné. La maison qui est à Ngiringiri, sur telle avenue, ça, c'est pour mon deuxième fils. S'il ne le fait pas, tous les biens qu'il laisse, et particulièrement les biens immobiliers, vont être dévolus à ses enfants, à tous ses enfants. Donc, les biens successoraux sont des biens qui appartiennent à l'ensemble des héritiers. Le problème qui se pose, c'est que souvent, on désigne un liquidateur. Donc, l'un des héritiers, ou peut-être un mandat, qui va pouvoir, en cas d'aliénation, pouvoir effectivement procéder à cette aliénation-là. Mais pour vendre, par exemple, une maison qui appartient à la succession, c'est tous les enfants qui doivent être d'accord pour, par exemple, vendre la maison. Et si l'un d'eux, parmi les 12, les 15 ou les 50, on a vu des parents ici, notamment avec la mort de nos grands musiciens, Tabouley et Médéa dernièrement, qu'on peut avoir une vingtaine, une trentaine, voire plus d'enfants. Si ils sont tous héritiers, eh bien, c'est tous ces enfants-là qui doivent être d'accord que telle maison qui nous appartient à nous tous, nous allons la vendre. Or, ce qui se passe, c'est que souvent, les aînés, par exemple, s'arrangent soit à l'insu des autres, soit malgré l'opposition de plus petits, ils s'imposent pour dire, ben nous, moi je décide que je vais vendre cette maison-là, et ils bénéficient seuls du fruit de la vente. Alors, en ce moment-là, les autres qui n'ont pas été d'accord de pouvoir procéder à cette vente, ils forment opposition. Ils peuvent former opposition auprès de nos services, comme ils peuvent former opposition directement auprès des instances judiciaires, n'est-ce pas? Et la circonscription de la Funa dans laquelle nous sommes, c'est elle gère je vais dire, les communes, parmi les communes les plus anciennes de Kinshasa. Et notamment avec les
immeubles qui ont été construits du temps de la colonisation. Quand vous voyez Bandal, quand vous voyez une partie de Kasavubu, Kalamou, hein, il y a des maisons qu'on appelait les maisons de fonds d'avance, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de nos parents ont acquis ces maisons auprès de l'Office national de logement qui avait été chargé après l'indépendance de pouvoir gérer ces patrimoines immobiliers. Et donc, ils ont cédé ces maisons pour la plupart du temps à ceux qui étaient les occupants de ces maisons-là, qui ont payé petit à petit jusqu'à pouvoir apurer les dettes. Donc, la plupart de ces maisons-là sont des propriétés effectivement de parents, mais qui ont eu un certain âge au moment déjà de les acquérir, et beaucoup sont décédés, et donc ont laissé ces maisons à la disposition de leurs héritiers, de leurs enfants. Et les conflits naissent souvent du fait que les enfants ne s'entendent pas, soit par rapport à la décision de vendre, soit par rapport même simplement à la décision d'occupation. N'est-ce pas? Il y en a qui se font faire un certificat à leur nom, alors qu'il s'agit d'un bien qui est un bien commun à tous les enfants. Donc les différents conflits fonciers que nous avons dans des circonscriptions comme celle-ci tournent particulièrement ce qui concerne les immeubles autour effectivement de la reconnaissance ou de la spoliation des droits de jouissance dont bénéficient les héritiers. N'est-ce pas? En principe, ce sont des biens indivises, c'est-à-dire que personne ne peut se dire non, nous allons, moi je vais couper ma partie dans la maison, hein, le mur A, c'est ça que je vais vendre, vous autres vous restez avec les autres murs. Non, non, c'est un bien qu'on ne peut pas diviser, et donc si nous voulons l'aliéner, c'est avec l'accord de tout le monde. S'il y en a un qui s'oppose, qui ne veut pas, il fait opposition, et nos services savent que pour des biens successoraux, par exemple, les immeubles successoraux, lorsqu'il y a une opposition, même d'un seul enfant sur les 500 enfants reconnus par le père, eh bien, cette opposition-là fait que, par exemple, on ne peut pas procéder à la mutation. Excellence, on va commencer par les questions de nos téléspectateurs. Je vais juste rappeler à nos téléspectateurs que la circonscription foncière de la Funa est située au croisement de l'avenue Sandoa et Assosa. Voilà. Et l'adresse passe en bas défilant. Donc, il y a Maître Médard Dikweno qui veut savoir quelles sont les alternatives de règlement de conflit entre le pouvoir de l'État et celui de nos vénérés chefs coutumiers sur la terre que vous préconisez. Bien, je vais revenir peut-être un peu aussi à une situation peut-être qui est souvent ignorée par rapport, je ne vais pas dire à la succession, mais même du vivant du papa. La résidence familiale ne peut pas être hypothéquée ou vendue sans l'accord de tous les enfants, des héritiers. Donc si vous êtes un papa et que par exemple vous allez prendre un crédit en banque, vous ne pouvez pas hypothéquer la résidence familiale, c'est-à-dire là où vous habitez avec votre épouse et vos enfants, vous ne pouvez pas donner cette maison en gage par rapport au crédit que vous sollicitez sans l'accord des autres. Donc si les enfants par exemple apprennent que papa fait des aventures pour aller hypothéquer la résidence familiale, ils peuvent effectivement faire opposition auprès de nos services comme auprès des instances judiciaires contre la décision prise par leur père. Et ça doit être bien compris par nos concitoyens parce que très souvent on voit des cas où le papa a donné en hypothèque la maison, la résidence familiale, et quand il a des difficultés pour payer, la banque va obtenir une ordonnance de vente par voie parée, et donc on vient vendre la maison et les enfants et l'épouse, ben, vous vous retrouvez des sans domicile fixe parce que papa a fait des aventures. Alors les enfants doivent savoir et comprendre qu'en réalité ils ont le droit de pouvoir s'opposer à une vente ou à une hypothèque faite par leur père sur la résidence familiale. Alors pour revenir à la question de notre téléspectateur, non, il n'y a pas de conflit entre l'État et les pouvoirs traditionnels.
Parce que les choses doivent être bien claires. La terre est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Toutes les terres, il n'y a pas un centimètre carré de terre de la République démocratique du Congo qui appartiendrait à quelqu'un d'autre. C'est exclusif, c'est inaliénable et c'est imprescriptible. Mais l'État ne peut pas ne pas savoir que notre population ne vit pas uniquement qu'en ville. Notre population a 65, 70, 75%, elle vit en milieu rural. N'est-ce pas? C'est dans des villages, il peut y avoir des grands villages comme il peut y avoir de tout petits villages et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que nous appelons dans la loi les communautés locales. N'est-ce pas? La loi reconnaît également que les terres qui sont occupées par les communautés locales, eh bien, ces dernières jouissent sur ces terres-là de droits acquis. Donc, ce n'est pas des terres qui peuvent être aliénées par l'État ou par qui que ce soit. Il faut laisser les gens continuer de faire leur habitat, de faire leur agriculture, de faire leur pêche, l'élevage, toutes les activités de survie qu'ils font sur ces terres-là. Or, ces communautés locales, elles sont, je veux dire, dirigées par l'autorité traditionnelle. Ça peut être le chef de village, ça peut être le chef de groupement, ça peut être, comment ça s'appelle, le chef de clan, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ces chefs de clan, naturellement, sont à la tête de ces communautés locales. Ils sont à la tête de ces communautés locales. Cela ne veut pas dire qu'ils sont les propriétaires des terres occupées par leur communauté. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est que malheureusement, le chef traditionnel se prenne pour les propriétaires de ces terres-là et ne s'empêche pas de pouvoir vendre des portions parfois très importantes de terres à des opérateurs économiques, par exemple, n'est-ce pas? J'ai été dernièrement à Bukangalonzo, là où nous avons le premier parc agro-industriel implanté par le gouvernement. Et lorsque nous quittons la route de Bandundu, pour atteindre la concession du parc agro-industriel de Bukangalonzo, vous passez 14 km et l'information qu'on m'a donnée, parce que j'ai posé la question, mais pourquoi est-ce que le parc agro-industriel ne commence pas par directement la proximité de la route de Bandundu et que nous devons d'abord aller parcourir 14 km et ce n'est qu'après que nous avons le site. Eh bien, on m'a dit non, monsieur le ministre, tout ce que nous parcourons là comme concession, elle appartient à un opérateur économique qui a 20 000 hectares de terre sur cet espace. C'est incroyable. 20 000 hectares. Supposez qu'il les a eus, évidemment, auprès des autorités traditionnelles. Mais les autorités traditionnelles, non seulement par la loi, ne peuvent pas vendre les terres, mais ensuite, lorsque vous vendez des espaces aussi importants, mais demain, les membres de votre communauté, ils se marient, ils ont des enfants, les enfants grandissent, ils se marient, ils ont des enfants, et donc, il y a la pression démographique qui augmente. Lorsque vous vendez tous ces espaces-là, demain, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, où est-ce qu'eux, ils vont se mettre à construire? Où est-ce qu'eux, ils vont se mettre à faire leurs activités agricoles? Où est-ce qu'eux, ils vont se mettre à faire leurs activités de pêche, d'élevage, et ainsi de suite? Donc, il n'y a pas de conflit entre l'État en tant que propriétaire exclusif de la terre et les autorités traditionnelles. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans une adresse précédente, dans la loi sur les statuts de l'autorité traditionnelle, nous leur avons, en tant que ministre des Affaires foncières, confié une mission. C'est celle d'être les gardiens des terres occupées par les communautés locales. Et le gardien n'a pas pour mission ou pour mandat de pouvoir vendre ce qu'il garde.
Non, il doit les garder au profit et au bénéfice de des membres de ces communautés locales qu'il dirige, parce qu'il est le chef coutumier, n'est-ce pas? Ou le chef de clan, ou le chef de village. Donc il n'y a pas de conflit, et donc il n'y a pas d'alternative. Nous devons simplement faire respecter la loi, savoir que nos vénérables autorités traditionnelles ne sont pas propriétaires de la terre et n'ont pas le droit de pouvoir vendre. Faire respecter ces droits, c'est tout ce que nous avons. Si on peut accepter qu'il y a des oppositions de vues entre eux et l'État. Monsieur Tristan Lumbala de Bumbu veut savoir comment comptez-vous mettre fin à l'anarchie qui ne cesse de régner dans la ville de Kinshasa en matière de construction. Est-ce que, mon cher Tristan, vous pensez que c'est de gaieté de cœur que le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et tous leurs services prennent de temps en temps les décisions de pouvoir démolir justement les constructions anarchiques? C'est non. Je pense que la première des choses que nous devons faire, c'est de conscientiser nos concitoyens, de savoir qu'on ne peut pas aller construire n'importe où. Il ne suffit pas de voir un espace vide. Par exemple, ici où nous sommes, vous imaginez, quelqu'un peut se dire, ah ben moi, je vois qu'entre le bureau de la circonscription et l'avenue Assosa, il y a un espace de près de 20 mètres. Bon, ben, je vais venir construire. Non. Si vous essayez de le faire, d'abord la circonscription, c'est-à-dire l'administration foncière, vous dira non, vous ne pouvez pas construire parce qu'il y a des normes. Par exemple, après la route, il y a une certaine portion de terre, une distance en dehors de laquelle vous ne pouvez pas construire parce qu'il faut réserver ce qu'on appelle l'emprise de la voie. N'est-ce pas? Donc, quelle est la solution? Ben, lorsque les constructions anarchiques existent et qu'on les identifie, malheureusement, et malgré les dépenses qui ont été faites par nos concitoyens, on doit les démolir. Mais en même temps, continuer de pouvoir conscientiser la population pour savoir qu'on ne peut pas construire n'importe où et que deuxièmement, pour construire, pour savoir si sur tel site nous pouvons construire ou pas, il faut s'adresser à l'administration des affaires foncières parce que c'est elle qui délimite les concessions, ce que nous appelions hier les lotissements et que nous appelons aujourd'hui les concessions foncières à vocation habitat. C'est elle qui les définit, c'est elle qui sait où est-ce que nous allons pouvoir délimiter des concessions foncières et après les aménagements qui auront été faits par les services de l'urbanisme, à ce moment-là, et les services du ministère de hydrocarbures avec l'eau et l'électricité, eh bien, à ce moment-là, alors vous pouvez effectivement avoir un espace de terre sur lequel vous pouvez construire. À ce moment-là, ce ne sera pas une construction anarchique et donc personne ne viendra démolir votre construction. On va terminer sur une bonne note. Il y a un colonel de l'armée congolaise qui veut savoir si le quartier Badara est loti et est-ce qu'on peut y construire des maisons. Mais je commence d'abord par dire au colonel que, par exemple, à la devanture du camp Badara, ce sont des officiers, n'est-ce pas, de la police qui construisent ou qui ont essayé de construire. Je suis passé par là moi-même pour dire qu'il était hors de question de pouvoir faire des constructions à cet endroit-là. On a démoli, n'est-ce pas? Maintenant, il y a, quand on parle du quartier Badara, il faut d'abord délimiter l'espace de, comment je vais dire, de la concession de la police et de la concession militaire, n'est-ce pas? Il est évident qu'on ne peut pas aller faire des lotissements à l'intérieur des concessions militaires. C'est la même chose par exemple pour Kibomango où nous avons été démolir les maisons que les gens voulaient construire parce que ce sont des sites militaires, ce sont des sites dangereux, n'est-ce pas? Quand vous êtes à Kibomango et que vous avez un champ de tir, vous ne pouvez pas vous présenter et aller construire dans les environs parce que le jour où ils font leurs manœuvres avec des exercices de tir, ben, ça peut venir détruire votre habitation comme ça peut tuer vous-même, vos enfants, votre épouse. Donc ce n'est pas par méchanceté qu'on dit qu'il faut ne pas construire à l'intérieur
ou à proximité des installations militaires ou de la police, n'est-ce pas? Parce que c'est, je veux dire, c'est des sites dangereux. N'est-ce pas? Vous avez vu ce qui s'est passé à Brazzaville, par exemple. Il n'y a pas eu de tir, il y a eu simplement explosion au camp militaire et tout ce qu'ils avaient comme armes ont brûlé et il y a eu des explosions, plus de 2000 morts. Mais Brazzaville, vous savez, c'est 1/12 de la population de Kinshasa. N'est-ce pas? 2000 morts. Alors supposez que des accidents comme ça arrivent à Kinshasa avec la densité de la population de Kinshasa. Qu'est-ce que nous allons avoir comme nombre de morts que nous allons compter? Donc mon colonel, je ne veux pas vous dire que Badara est un site loti ou quoi. Tout ce que je dis, c'est que tout ce qui est aux environs des installations militaires, de sites militaires, on ne peut pas aller faire des lotissements parce que nous ne voulons pas exposer notre population au danger que constitue la proximité des armes, et des bombes et tout ce qui est utilisé par l'armée pour assurer l'intégrité de notre territoire. Maintenant, il peut y avoir des espaces au-delà des limites de installations militaires ou de la police et au-delà d'un périmètre nécessaire de sécurité, alors peut-être que au-delà de ces installations et de ces périmètres nécessaires de sécurité, des lotissements peuvent se faire, mais encore une fois, il faut attendre que ce soit les services de l'administration foncière qui créent une réserve foncière de ce côté-là et on le dira, on ne va pas les créer en secret, en cachette. On le dira, une concession foncière à vocation d'habitat vient d'être créée à tel endroit, les travaux d'aménagement vont se faire pour faire la voirie, pour faire les avenues, pour faire les canalisations, et puis la Régie des eaux et la SNEL vont se mettre à l'œuvre pour amener avant les constructions, l'eau et l'électricité, et peut-être même les services du ministère de PTNTIC pour amener le câble, la fibre optique, n'est-ce pas, pour la connexion à Internet. C'est lorsque tout cela est fait quand alors les constructions peuvent démarrer. Je le répète encore une fois, nous devons résoudre le problème de également l'accès à la propriété immobilière parce que ce n'est pas chacun qui doit aller construire sa maison avec le peu d'argent qu'il a dans la poche. Partout ailleurs, les constructions sont faites comme Bandal, comme la partie ONL de Kassavubu ou de Kalamou. C'est fait par des promoteurs immobiliers, n'est-ce pas? À l'époque, c'était les fonds d'avance, les fonds du roi qui finançaient les constructions de tous ces quartiers, de toutes ces maisons que vous avez à Bandal, à Lemba, Matete et partout. Et donc, nous devons revenir à cette formule-là pour permettre qu'on ait la construction de véritables quartiers urbanisés dans ces réserves foncières et que l'accès à la propriété puisse se faire moyennant l'accompagnement du système bancaire. Donc pour le colonel, non, on ne peut pas aller lotir à Badara en ce qui concerne les installations de la police et de l'armée et en ce qui concerne le périmètre de sécurité qui doit être défini autour de ça. À titre d'exemple, je peux donner que pour Kibomango, étant donné le fait qu'il y a, c'est un centre de tir, normalement on ne peut pas être à moins de 7 km du centre de tir comme périmètre de sécurité. Mais vous savez bien, il suffit d'aller voir, comment ça s'appelle, Jardin d'Éden, pour savoir qu'on n'est pas à cette distance-là. Voilà. Merci. Voilà. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique ainsi que l'administration foncière qui accompagne son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, dans cette vaste campagne de vulgarisation d'informations sur la réforme foncière. Je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire au réalisateur de ce magazine, Ouamou Chalakamba, qui ajoute une année de plus sur cette bonne vieille terre de nos ancêtres. Il réalise bien sûr Barza, Espace des Arts, Reporter et Reflet Monde. Je vous dis au revoir, on se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. À bientôt.